Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Vous les connaissez bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse au travail de demain. Il faudra faire avec le digital, c'est incontournable. On en a beaucoup parlé sur ce plateau et on va en parler avec le directeur général de ce think tank, IDA DigiWorld. On fera le point avec lui sur ces signaux faibles justement et sur peut-être les inquiétudes des entreprises en matière de digital. Smart et Réglo, les entretiens annuels et professionnels, ce n'est pas la même chose. On fera le point avec une avocate et on parlera évidemment de l'évaluation des salariés. On appelle ça le ranking. C'est un mot un peu barbare. La pause café. Alors là, on va se détendre un petit peu. On va prendre nos baskets, on va mettre un short, un t-shirt. On va aller faire du running. Bah oui, le running en entreprise, ça cartonne, ça tombe bien. C'est la journée internationale du running. J'ai pas mis mes baskets, mais vous verrez, Fanny Griesmer a mis les siennes. Le cercle RH, c'est notre débat. Les commerces, les restaurants, les cafés, mais pas seulement, ont réouvert leurs portes. On reviendra évidemment sur l'état des lieux de ces TPE, de ces commerçants, de ces indépendants. Il y a la dette sociale, il y a les soldes. Ils se sont beaucoup battus sur cette question. Quel est l'état économique de ce secteur durement touché par le Covid? Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, comment aider les adultes autistes à trouver un travail? Ils sont près de 400 000 en France. On en parlera avec le président d'une association qui travaille justement sur ce sujet, vivre et travailler autrement. Son président sera avec nous et ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme. On se retrouve tout de suite pour Bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son digital. On a beaucoup parlé de cette transformation numérique, cette accélération numérique à l'occasion de cette crise Covid. Et on en parle avec Jacques Moulin. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Je n'ai pas mes baskets. Vous n'avez pas mis de baskets? Non, vous allez me le dire. Vous faites du running un petit peu? Un petit peu, oui. Il fait du running. Bon, c'est la journée du running. On va en parler dans quelques instants. Mais avec vous, on va parler, parce que vous êtes le directeur général de IDA DigiWorld. C'est un think tank européen. Absolument. C'est très important de le préciser. Et l'idée de ce think tank, comme beaucoup de think tanks, c'est de penser un peu le monde de demain. Quelles sont les grandes lignes ou les signaux faibles que vous détectez, je dirais, à peine sortis de ce Covid? Qu'est-ce que vous disent les entreprises? Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors en effet, nous sommes un think tank et nous avons cette chance de regrouper 80 membres. Nous avons non seulement des industriels, non seulement des acteurs du service, des banques, des assurances, des industries aussi, des télécommunications, de l'informatique. Européen, c'est un sujet très important pour nous puisque... Il y a des lois qui se préparent. Absolument, et la société post-Covid que nous sommes en train de construire doit s'inscrire dans un cadre européen. Et les signaux faibles, ils sont multiples. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que la crise pandémique a été en fait un accélérateur des transformations qui étaient en cours. Évident. C'est une évidence. D'ailleurs, on a pu noter qu'il y avait une importance notamment de l'infrastructure parce qu'il n'est pas possible d'assurer une activité économique sans avoir une infrastructure solide. Et on peut se féliciter en France du fait, en effet, que à la fois le travail des opérateurs à travers le New Deal pour résorber des zones blanches, même s'il en reste encore, mais c'est en cours, à la fois le plan très haut débit qui a permis effectivement de fibrer le territoire. D'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser que la France va compter parmi les premiers pays au monde à avoir le territoire fibré. Et nous sommes d'ores et déjà le premier pays d'Europe. Donc un avantage très fort pour justement passer à la société post-Covid et à l'industrie 4.0 à laquelle nous attendrons tous pour plus de productivité, plus d'efficacité, plus aussi finalement de compétitivité au niveau international. Petit bémol, il faut quand même préciser, puisqu'on a fait l'émission sur ce plateau et le débat, avec notamment le président de la Corrèze qui a fait un énorme travail. Les zones rurales sont encore assez loin du compte en matière de fibrage. On est sur des zones métropolitaines très urbaines, il faut le reconnaître. C'est juste encore à l'heure où on parle, si on fait une photo, mais ce n'est pas vrai dans le film, et le plan très haut débit permet, nous assurons l'Observatoire du très haut débit pour le compte d'Infranum, qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent justement dans le cadre de ce plan. Eh bien, le plan très haut débit est en train de délivrer ses promesses, et nous sommes j'oserais dire, en lien avec le calendrier qui a été fixé. Alors, il existe encore des zones, et c'est justement une nécessité d'accélérer. Il y a un vrai sujet qu'il faut aborder, et on voit bien d'ailleurs que la fracture numérique
qui a été sans aucun doute un des marqueurs très très forts des inégalités qui pouvaient exister entre des zones rurales, mais aussi bien sûr des grandes villes et parfois même certains quartiers de grandes villes. Et des développements économiques qui sont dépendants. Absolument. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'être connecté avec un débit fort. Les entreprises, alors on va parler du management parce que tout ça a un impact. Il y a un grand débat autour du numérique, de l'intelligence artificielle, de toute cette technologie qui est là. Hein. C'est pas demain, c'est en ce moment. Elle tuerait les emplois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors c'est vrai qu'il y a des tonnes, une foultitude d'études qui ont été menées. À l'Economic Forum, World Economic Forum, il a été question effectivement de la création de 122 millions d'emplois, d'une destruction de 75 millions d'emplois. Bon, on peut se battre avec les chiffres. Il y a beaucoup de perspectives qui sont données et parfois des perspectives anxiogènes. Une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas possible, et en particulier pour l'Europe, puisqu'on a parlé de relocalisation des activités stratégiques et une réindustrialisation de certaines activités stratégiques. Si nous raisonnons comme nous raisonnions par le passé, c'est-à-dire une industrie 20e, parfois même héritée du 19e, ou finalement exactement transitionnelle, alors même que nous sommes à fond dans, alors je ne sais pas si je dois dire la 4e ou la 5e révolution industrielle, mais il nous faut penser d'ores et déjà les schémas d'organisation, les schémas d'industrie avec justement ces nouvelles technologies. Un exemple très clair, si l'on prend une industrie automobile, et vous ne m'en voudrez pas, je vais citer la 5G Factory de Mercedes, donc cette usine 5G. Eh bien, grâce à la 5G, grâce à l'automatisation, grâce effectivement à la data, qui est sans aucun doute le fuel vert, on va dire, de notre nouvelle économie, eh bien, il y a une capacité de production qui est beaucoup plus agile, 25% de productivité en plus, une capacité à intégrer de la maintenance préventive et prédictive qui permet d'éviter... Grâce à l'IA d'ailleurs. Grâce à l'IA. Donc en l'occurrence, il nous faut d'ores et déjà nous préparer, il nous faut d'ores et déjà penser les schémas de réindustrialisation avec justement ces nouvelles technologies. Alors, question qui concerne là très directement le cœur de Smart Job, les RH et le management, et donc l'emploi. Comment cette transformation, parce que vous travaillez quand même avec des experts et une commission qui s'appelle Future of Work, j'imagine que tout ça vient comme ça être proposé aux RH, à toutes les entreprises. Comment elles se positionnent aujourd'hui, les managers, les RH, comment ils s'adaptent à cette transformation numérique? Alors c'est un vrai enjeu, il nous a semblé au sein de notre communauté effectivement nécessaire de consacrer du temps et aussi de recenser les bonnes pratiques qui avaient pu exister et puis bien évidemment de détecter les signaux faibles et je tiens à remercier Eric Labaille, le président de l'Institut Polytechnique et de l'École Polytechnique qui mentore cette commission. En fait, ça repositionne considérablement le rôle du management et en particulier du management intermédiaire. Un manager intermédiaire qui était un petit peu hérité du contremaître et qui venait contrôler, vérifier, ce n'est plus le cas. Le lui-même pas forcément connecté d'ailleurs. Lui-même pas forcément connecté. Et on le voit bien, le télétravail a complètement, qui a été une obligation pendant la pandémie, a complètement revisité les pratiques, a complètement obligé à repenser aussi un certain nombre d'aspects organisationnels. Et ce que l'on peut dire quand on parle de Future of Work, c'est qu'en tout état de cause, c'est ni plus ni moins le reflet que des transformations qui sont en cours dans la société. On le sait, désormais, les jeunes générations vont véritablement vers des entreprises qui ont une raison d'être. Ça peut paraître un terme marketing, mais c'est une réalité. Leur volonté d'en être. C'est aussi une volonté de ne plus être un collaborateur qui subit, mais d'être parfois un partenaire, voire même d'avoir plusieurs employeurs. Et puis, il y a une volonté véritablement de s'intéresser aux valeurs. Et c'est pour ça que les valeurs des entreprises sont devenues un élément essentiel, plus green, plus aussi dans une logique de partage. Et on le sait, dans les années qui viennent, une vie professionnelle ne sera plus un parcours linéaire avec un plan de carrière, mais bien une dizaine de métiers, d'ailleurs, qui peuvent être complètement différents. C'est ce que semble dire, en tout cas, la plupart des analyses, où on va vivre des périodes qui seront complètement différentes, mais où il doit y avoir une adéquation entre les valeurs du collaborateur et les valeurs de l'entreprise. Avant de nous quitter, il y a quand même un débat. Vous évoquiez le contremaître, l'industrie du 19e, début 20e, c'est-à-dire cette espèce d'industrie un peu patriarcale, un peu sale, il y a des machines. Ce que vous nous dites
ne ressemble pas à ça. Est-ce que c'est la fin du travail, en quelque sorte, tel qu'on l'a connu au 19e, au 20e, on était tous dans une entreprise, dans un bureau ou dans une usine. On a l'impression que tout ça est atomisé. Est-ce que ce sont des tendances que vous constatez? Alors, ce que vous dites est tout à fait juste, d'ailleurs, sur l'immobilier de bureau. Nous l'embarquons, d'ailleurs, dans le Future of Work. On voit bien que objectivement, le fait de se rendre au travail, de prendre tous le métro, je cite pour les Parisiens principalement, à la Défense, où on se retrouve tous en même temps avec des millions et des millions de flux dans le métro, on arrive dans un bureau où on travaille seul, très objectivement, ça n'a pas de sens. On voit bien que le devenir du bureau, dans le cadre de ce nouveau travail, c'est un lieu qui sera beaucoup plus justement de convivialité, qui sera de rencontre, qui sera de travail collectif. De réunion, de réflexion. De réunion. Et tout comme on a pu dire que le commerce était digital, mais que la marque devenait physique, ce que l'on peut dire effectivement, c'est que le travail sera digital, mais la culture d'entreprise va être portée par justement ces rencontres physiques où j'accueille mes clients, j'accueille mes collaborateurs. Garder l'engagement quand même un petit peu, parce que c'est essentiel. Oui, parce que l'entreprise se dit mais comment j'engage, comment je rattache mes collaborateurs à ma marque, à l'esprit, au sens. Ça, c'est quand même une question. D'où la formation. Il y a une nécessité de penser formation et de repenser les dispositifs de formation. Il ne faudrait pas, et là c'est ce que nous croyons dans le cadre de notre projet européen, que nous présenterons d'ailleurs le 2 décembre lors de notre événement, notre summit qui est placé sous le patronage du président de la République et qui a justement vocation à faire un certain nombre de propositions pour un projet européen. Si nous voulons véritablement que l'Europe et que la France se dotent d'une industrie compétitive, il faut aussi embarquer en amont la formation. Formation des jeunes, c'est essentiel, plus de digital. Par exemple, la médecine, on l'a vu avec la crise pandémique, et l'e-santé est un élément essentiel. Il faut développer le digital dans les facultés de médecine. On s'éloigne de l'industrie, mais pas trop. Le deuxième point, former aussi l'ensemble des collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Il ne faut pas laisser des personnes au bord du chemin. Il y a donc une nécessité, en fonction du plan stratégique qui doit être repensé avec le digital, eh bien de penser l'accompagnement qui doit être fait en prenant en compte les aspirations des salariés. Jacques Moulin, le temps passe trop vite avec vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Directeur général d'e-Date, DigiWorld. Il y a un site, il y a des rapports, des données qui peuvent être des outils essentiels pour vous, pour le pilotage de vos entreprises. Et puis le Summit en décembre, peut-être que vous viendrez nous en parler. Peut-être de Summit, ça sera l'hiver prochain, enfin l'hiver de 2021. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait du droit. Tiens, le droit, c'est important, ça vous l'observez forcément. Tout ça est cadré par le droit. On en parle tout de suite, on parle du ranking, les évaluations des salariés. Ça, c'est un sujet important. D'ailleurs, à l'aune du télétravail et de la digitalisation, qui est un autre sujet. On en parle tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo, bien entendu. Smart et Réglo, vous avez vu, c'est un confort de s'asseoir sur ces petits fauteuils. Merci d'être avec nous, Patricia Gomez-Talimi. C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes avocate en droit social au cabinet PDGB, spécialiste du droit du travail. On va parler du ranking. Alors, c'est un mot un peu barbare pour les collaborateurs. Le ranking, c'est l'évaluation des salariés. Alors, c'est d'abord l'évaluation, pour qu'on soit bien précis sur le plan du droit, il y a deux types d'évaluation. Il y a l'entretien annuel et puis il y a l'entretien professionnel. C'est pas la même chose. Absolument, Arnaud. Bonjour. Alors, l'entretien professionnel, c'est l'entretien qui est obligatoire après une longue période d'absence pour le salarié. Donc, on fait le point sur son devenir, sur ses ambitions, mais la question n'est pas de l'évaluer. Voilà. Donc, en revanche, l'entretien dit d'évaluation est un rendez-vous souvent annuel qui a lieu dans la plupart des entreprises. Donc vous aurez compris que le chemin est différent. Alors, le Code du travail n'est pas très disert sur cette question de l'entretien annuel. C'est un peu touchy, comme on dit, parce que d'abord, c'est souvent source d'inquiétude pour le collaborateur, qui pousse la porte du DRH ou de son manager. C'est une évaluation. Qu'a le droit de faire l'entreprise en matière d'évaluation et de ranking? Parce que c'est un peu complexe, là. Alors, je dirais, je citerai Churchill sur l'évaluation. Ah bah alors. Oui, effectivement. Alors, pourquoi Churchill? Parce qu'à un moment donné, il a dit, le génie de l'évaluation, justement, c'est de pouvoir finalement avoir une aptitude à apprécier le hasard, l'inconnu ou les informations conflictuelles. Et là, avec l'évaluation du salarié, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'être humain. Et effectivement, les salariés sont stressés. En revanche,
Ils doivent savoir qu'ils ont face à eux un employeur qui peut l'être tout autant. L'employeur a des obligations. Alors, qu'on s'entende bien en la matière, l'évaluation n'est pas prévue en tant que telle par le Code du travail. Oui, c'est une création Absolument. de l'entreprise, ça. Hein. Oui. Alors, sauf exception, parce qu'il y a des conventions collectives qui obligent à tenir des entretiens d'évaluation, mais effectivement, ça relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. Patricia, qu'est-ce que l'employeur, d'abord pour commencer par le début, n'a pas le droit de faire ? Alors, il n'a pas le droit de discriminer le salarié. Il n'a pas le droit de ne pas lui communiquer à l'avance les moyens utilisés pour son évaluation, c'est-à-dire les techniques d'évaluation, et il n'aura pas le droit non plus d'obtenir de sa part des informations relevant de sa vie privée. D'accord, ça c'est un point sur lequel... Absolument. Donc ça veut dire que le DRH ou manager, normalement, si l'entreprise est un petit peu structurée, en RH, a une grille d'évaluation. Qu'elle aura mise en place au préalable avec ses représentants du personnel, son CSE. Et le cas échéant, s'il y a un traitement informatisé des informations avec son référent en termes de données personnelles pour que tout soit conforme au regard justement de la législation. Alors on reviendra sur les recours, parce qu'il y a recours possible de contestation de son évaluation. C'est vrai dans le privé, c'est vrai dans l'administration. On peut contester, parce que parfois ça a une incidence sur les promotions, sur les augmentations de salaire, ça semble évident. C'est quoi les différents types d'évaluation ? Il y en a plusieurs. Hein. Oui. Alors en pratique, ce qui est très à la mode, c'est l'évaluation dite 360. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Donc on envoie... On tourne autour de l'individu. De l'individu. Donc on envoie à ses collaborateurs des demandes, finalement des grilles d'évaluation du supérieur hiérarchique. Alors, le 360 est effectivement très pratiqué. On a aussi des tests, ça c'est beaucoup plus classique, des tests dits d'évaluation. On répond à des questions. Hein. Absolument. Tac, 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 tac. Et après, on a aussi la notion de benchmark, c'est-à-dire que vous êtes évalué au regard des autres. D'accord. Voilà. Là où on commence à approcher de la ligne rouge, c'est lorsqu'on parle de ranking. C'est ça. Le ranking par quota contraint, ça, c'est drapeau rouge. En ranking, ça veut dire quoi ? C'est classé. C'est classé. C'est classé par quota. C'est ça. C'est le classement par quota imposé. C'est-à-dire que l'évaluateur, mais vous ne le savez pas, forcément. Vous vous en doutez, mais vous n'en êtes pas certain, vous, salariés. Mais en fait, l'évaluateur, il va être contraint dans sa plume, n'est-ce pas, à avoir, par exemple, 3 classements au-delà des attentes, au niveau des attentes ou... En dessous. Exactement. Et en fait, on attribue, par exemple, la hiérarchie a dit, bien voilà, sur le premier, vous aurez 10% des salariés que vous allez évaluer qui seront... sur la première case, ouais. 70% par exemple sur la deuxième case, et sur le dernier, vous en aurez 20%. Donc on ne peut pas se battre à titre individuel. En fait, on est poussé vers une case parce que l'évaluateur a déjà classé les 10% au-dessus. C'est ça. Malheureusement, c'est chronique d'une mort annoncée si vous êtes à la fin, finalement. Oui, on a perdu, quoi. Et on a perdu. Et alors, ce type d'évaluation a été sanctionné à quelques reprises par les tribunaux qui sont là-dessus extrêmement dur. Ça veut dire qu'il ne sert à rien d'avoir une évaluation individuelle si effectivement on est classé dans une masse et que de fait on n'a pas le choix. Si effectivement on passe dans les 10 derniers, on n'a quasiment aucune chance. Et puis surtout, l'évaluateur n'est pas impartial parce qu'il sait qu'il est contraint. Il est contraint de s'auto-censurer. Et le pire, c'est l'autocensure. C'est The Voice, quoi. C'est-à-dire qu'un tout d'un coup, il faut remplir... c'est The Voice. C'est The Voice, il faut avoir ses 5 candidats. Et à un moment donné, quand on a les 5, même si celui qui passe derrière est très bon, il n'a pas de chance. On est sacrifié. On est sacrifié. Quand même, la contestation est importante. On l'a vu dans le public. Le public, c'est assez fréquent, les litiges de contestation, d'évaluation, parce que parfois, ça fait monter d'une catégorie. Ça permet... Là, dans le privé, comment on fait pour contester ? C'est compliqué, ça. C'est très rare. Hein. Alors, ça arrive notamment lorsqu'on a un contentieux, par exemple, lié à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Et les entretiens d'évaluation... On sort les entretiens. On sort les entretiens d'évaluation d'un côté. Et de l'autre côté, effectivement... Si le salarié a anticipé le problème au regard de son entretien d'évaluation, il peut, à cette époque-là, déclencher alors un pré-contentieux, voire un contentieux, en demandant à l'employeur de réviser sa note. C'est-à-dire que concrètement, pour donner un conseil pratico-pratique, on signe pas la feuille ?
On dit, voilà, parce qu'à la fin, il faut la signer quand même, cette évaluation. Alors, qu'on s'entende bien, ce n'est pas parce que vous signez que vous approuvez. Donc, si vous signez... On peut dire que vous avez signé. D'abord, vous avez une case, forcément. Très souvent, vous avez une case, observation. Et puis sinon, vous faites un document à côté, le cas échéant, pour faire part de votre opinion. Et je dirais quand même quelque chose sur le sujet, c'est que les contentieux liés à l'évaluation sont, comme vous l'avez très justement remarqué, Arnaud, extrêmement rares. Pourquoi ? Parce que l'évaluateur sait qu'il sera aussi évalué. Donc, je vous parlais du phénomène de l'autocensure. Exact. Et souvent, on constate une autocensure et les évaluations ne reflètent pas forcément la réalité, en fait. La réalité. Ouais, il y a une sorte de non-dit qui n'est pas... D'implicite. Il y a de l'implicite sous l'évaluation. C'est ça. Et chacun, finalement, est dans un deal au moment d'écrire. Un consensus. C'est ça, parce qu'il faut rédiger. Est-ce que les consensus ne sont pas fondés sur justement le non-dit ? C'est vrai, parce qu'il y a toute l'oralité de l'entretien d'évaluation, puis ensuite il y a la réalité quand il faut rédiger, qui est souvent une corvée pour le manager d'ailleurs, qui ne sait jamais trop. Alors maintenant, avec l'informatique, comme le disait votre précédent invité, ça va simplifier les choses. Oui, ça va même les durcir. Merci Patricia Gomez-Talimi, avocate en droit social et du travail. On a appris beaucoup de choses au cabinet PDGB, je l'ai bien dit. PDGB, absolument. Oui, je l'ai bien dit. Non, merci Arnaud. Voilà. Excellente journée. C'était un plaisir Patricia, restez avec moi, on va faire un peu de running. Je ne sais pas si vous pratiquez ce sport. En tout cas, ça se fait beaucoup en entreprise, c'est du corporate, ça fait du bien, ça resserre les liens. On en parle avec Fanny Gressmer. Elle a mis ses baskets. Le running, bah oui, moi je pratique le running, voilà, je le dis et je l'avoue. Et puis Fanny Griesmer, ne le pratique pas et elle l'avoue également. Elle l'avoue, mais par contre elle met des baskets pour bien coller à sa chronique. C'est important, Fanny, puisqu'on l'évoquait. On l'a un petit peu survolé hier avec une entreprise, vous vous souvenez, qui développe le sport et pas seulement d'ailleurs en entreprise. C'est la journée nationale ou internationale ? Internationale, madame. Bien sûr. Alors pourquoi ce choix d'en faire une journée et pourquoi c'est si important ce sport ou cette activité ? Parce que ça fait du bien. Alors oui, des fois, souvent, on a parfois du mal, effectivement, à trouver la motivation pour sortir courir. Et pourtant, effectivement, les bienfaits du running sont nombreux pour votre santé, mais aussi pour votre travail. Alors, pourquoi ne pas partager quelques foulées avec vos collègues ? Pourquoi pas ? Vous allez enfiler vos baskets, Arnaud, C'est parti. J'ai mis mes bottines ce matin, je suis désolé. Ça a le vent en poupe. Et courir loin derrière moi. Moi, ce que je trouve intéressant de cette activité, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, c'est vrai qu'il y avait très peu de collègues qui sortaient prendre leur basket entre midi et deux. Puis j'ai vu dans des chaînes de télé des gens qui partaient en groupe. Pourquoi ça cartonne ? Et les Français, de plus en plus, se mettent au running. Certains courent le dimanche matin pour se maintenir en forme, pour préparer une course aussi parfois, ou juste pour le plaisir. Les Français sont de plus en plus nombreux à pratiquer la course à pied. D'après un sondage Odoxa mené en 2019, ils sont 33% tout de même à pratiquer le running. Ça fait un Français sur 3 et 8% au moins une fois par semaine. Et rien ne semble arrêter l'ascension du running. Pas même les restrictions sanitaires. Depuis un peu plus d'1 an, la course à pied a fait de nouveaux adeptes. Pendant le premier puis le second confinement, jamais les Français n'avaient autant sorti leur basket. 1,4 million de coureurs supplémentaires pendant les périodes de confinement, selon une étude menée par Sport Heroes. C'est une start-up créatrice de challenges sportifs. Alors courir pendant cette mise sous cloche a été l'occasion pour beaucoup, y compris les néophytes, de sortir, se défouler, faire du sport, évacuer le stress et profiter aussi d'un petit espace de liberté, dans la limite bien sûr d'1 heure, vous vous en souvenez, et d'un rayon d'1 kilomètre. Pas toujours respecté. Pas toujours respecté. En entreprise, ça cartonne. Et oui, le cartonne. Phénomène de mode a conquis les entreprises. Alors c'est vrai que quand vous êtes un runner, globalement, si vous êtes courageux, vous sortez courir le matin avant d'aller travailler, ou vous attendez le soir de rentrer chez vous pour chausser vos baskets et sortir. Mais il y a aussi ceux qui pratiquent la course à pied entre collègues. Oui. Alors, le phénomène est né à New York à la fin des années 70. On sait qu'en Allemagne, ça marche plutôt très bien. La France commence, elle, à s'y mettre timidement. Alors, certains salariés, effectivement, comme vous le disiez, se retrouvent généralement entre midi et 2 ou après la journée de travail pour avaler les kilomètres ensemble. Drôle d'idée, vous allez me dire.
Pourquoi pas, après tout, hein. Détrompez-vous, en tout cas, n'ayez pas peur du ridicule et du regard des autres, en tout cas de ceux de vos collègues. La pratique en groupe, qui plus est avec ses collègues, offre de nombreux atouts. Déjà, c'est bon pour la santé. Oui, hein, comme d'autres sports, hein, le running aide à la digestion, au sommeil, il stimule la circulation sanguine, il protège des cancers, rend le corps plus tonique, il prolongerait même l'espérance de vie. Or, on le sait bien, un esprit sain dans un corps sain, ça fait toute la différence. Ça permet notamment de se sentir mieux au bureau et d'être plus efficace. On a plusieurs études qui montrent notamment qu'un collaborateur sédentaire qui se met à pratiquer une activité physique ou sportive est en moyenne 6 à 7% plus productif. Et la performance d'une entreprise même serait 5% plus élevée avec un PDG à sa tête qui pratique un sport d'endurance. Et le running, en est un. Bon pour le moral, bon pour l'entreprise. Aussi, c'est bon pour le moral, c'est une chanson. Ça permet d'évacuer le stress notamment. Et puis ça aide aussi à développer le sens du défi, la confiance, l'estime de soi. Il renvoie à une certaine idée du dépassement. Car avant de faire du bien, courir, généralement ça fait un petit peu mal. En tout cas, c'est mon cas en tout cas. Des douleurs musculaires, les poumons qui brûlent, la sensation d'être parfois un petit peu au bord du malaise. Pour certains, le footing rime avec torture. C'est mon cas, jusqu'au second souffle, cela dit, et le grand plaisir éprouvé une fois la course terminée, avec en prime la fierté d'avoir accompli cet exploit. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis courir avec ses collègues, ça fait du bien aussi parce qu'elle fédère, elle motive, elle crée un groupe, elle donne aussi un objectif commun à relever. On le sait très bien, l'union fait la force. Ça aussi vous entraîne dans votre course. Et on parle boulot aussi pendant les courses. Et puis on parle boulot, là pour le coup c'est le pendant sportif de la pause café et de la clope aussi. Ça permet de créer de l'émulation, des synergies, des liens informels très importants pour la vie professionnelle. Et puis n'oublions pas que le sport, même parallèle au bureau, ça reste une compétition envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et finalement, cette rivalité peut être un petit peu plus stimulante si vous courez à côté de votre boss ou de votre pire collègue. Parce que si vous le dépassez, si vous gagnez, voilà. Petite fierté. Il peut y avoir un côté bien-être, détente, où on s'apporte mutuellement des conseils pratiques. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise au final ? Alors, l'intérêt, il est très simple. Des collaborateurs en bonne santé, c'est un taux d'absentéisme moindre, plus bas. Et puis des collaborateurs qui pratiquent une activité conjointe en dehors du cadre, en tout cas des locaux et du bureau, c'est l'assurance aussi d'une meilleure ambiance, d'un meilleur esprit d'équipe. Donc elle a tout à y gagner. En plus, globalement, vous avez besoin de quoi ? D'une paire de baskets. Évitez le jean comme moi aujourd'hui, mais un short. Peut-être un vestiaire, une douche dans les locaux, c'est quand même mieux. Ah oui, ça et puis sinon, c'est vital. C'est pour le confort de tous. Et sinon, il y a ces fameuses courses spéciales entreprises qui ont vu le jour il y a un peu moins de 10 ans. Parmi elles, Run at Work ou encore Be2Run. Lors de ces courses, vous courez avec vos collègues, mais on retrouve vraiment tout le monde. Ça va des coureurs en herbe aux runners les plus chevronnés. Vous portez les couleurs de votre entreprise. Il y a de l'engagement. Et oui, donc le maillot de l'entreprise. Donc tout le monde a y gagné. Vous, parce que vous passez globalement un bon moment, mais l'entreprise aussi, effectivement. C'est de l'image. Puisque c'est un outil puissant de communication, à la fois interne et externe. Merci Fanny. Tout bon le running. Tous à vous aimez courir, bien sûr. Tous à vos baskets, et on vient d'apprendre que Fanny ne courait pas. Alors si, j'ai couru. Non, j'ai couru. Elle aura la couleur de Bismart. J'ai couru, bien sûr, avec plaisir. Là, ça me motivera davantage. On va monter une équipe de runners à Bismart et on fera ces fameuses courses corpo. Merci Fanny. Merci, on fait une petite pause. Tiens, on va s'intéresser à d'autres personnes qui courent, mais pas de la même manière, qui courent évidemment dans leur commerce pour faire un chiffre d'affaires. Je pense aux commerçants, évidemment, restaurateurs et tous les commerçants qui ont réouvert, et puis aux très petites entreprises et aux indépendants. Ce sont des secteurs qui traversent une période difficile. Ils ont réouvert, la relance est là, mais quid de leur situation économique ? Ils vont payer évidemment les cotisations sociales, elles vont arriver. Pour certains, le PGE, et puis il y a les soldes qui se profilent. Personne n'est content. On en parle avec des spécialistes de ce sujet, à la tête de syndicats notamment. C'est tout de suite, c'est juste après cette pause.
Le cercle RH, notre débat, pour faire un point, une photographie de la situation, à la fois des commerces, des indépendants, des TPE, tout ça se mélange, se chevauche. C'est pas tout à fait la même chose. Certains sont des indépendants qui travaillent chez eux. Beaucoup de TPE sont aussi des commerces qui ont repris. Alors il y avait vraiment le sourire. Je pense aux restaurateurs, je pense aux cafetiers qui ont remis des tables et qui ont vu des clients. Évidemment, tout ça sont des bonnes nouvelles. Il y a des chiffres économiques annoncés par Bruno Le Maire qui indiquent qu'il y a une reprise de la consommation. Les Français voulaient consommer. Et puis quand on regarde les chiffres de plus près, c'était peut-être un peu plus complexe. On va faire le point aujourd'hui avec des spécialistes. D'abord Muriel Bourreau, merci de revenir sur notre plateau. Présidente de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93. Vous êtes vous-même commerçante, vous êtes une esthéticienne, c'est cela. Et puis vous êtes vice-présidente de la Fédération française des associations de commerçants. On fera un point précis parce que c'est un peu en demi-teinte, pour le dire simplement. Marc Sanchez, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Vous êtes d'accord tous les deux, vous vous chevauchez en tout bien, tout honneur, bien entendu. Bien sûr, oui. Il y a des activités communes parmi les indépendants. On a beaucoup de commerçants, d'artisans, effectivement, de professionnels indépendants, micro-entrepreneurs, etc., etc. Oui, tout à fait. D'abord, un mot sur l'état d'esprit. On va revenir sur les chiffres, parce qu'il y a des chiffres que vous présentez qui sont assez alarmants. Mais quand on prend la température, ce que vous faites, téléphone, visio, on se déplace, alors comment ça se passe, t'es content. C'est quoi l'état d'esprit, Muriel Bourreau et puis Marc Sanchez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues? Effectivement, l'état d'esprit, c'est qu'on avait besoin d'ouvrir, ne serait-ce psychologiquement. Ouvrir un commerce, c'est important. On a fait le choix d'être là pour notre clientèle et de pouvoir les accueillir dans un univers plutôt un peu serein, où tout se passe bien. Et là, la difficulté, c'est que le chiffre n'est pas là. En fait, suivant, alors là, je parle surtout Paris et la région parisienne. Il faut arrêter de penser que le chiffre n'est pas là. Le chiffre n'est pas là du tout. Il y a peut-être une recrudescence la première semaine parce que les clients étaient ravis de nous voir. Ils ont peut-être plutôt poussé notre porte pour nous faire un petit coucou et nous dire qu'ils étaient contents de voir notre tête. Puis aussi contents de rentrer, puis après, voilà. Mais le chiffre n'est Pourquoi? Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Alors, on a encore du télétravail. En tous les cas, moi, dans mon domaine d'activité, je suis dans une ville où une partie de ma clientèle est encore en télétravail. Donc, pour le coup, ne consomme pas. On fonctionne un petit peu comme une création d'entreprise quasiment. En fait, c'est un peu bizarre. Il faut aller rechercher notre chaland. Vous les avez perdus parce que les clients ont pris des habitudes autres. Et ça, c'était vraiment flagrant après le premier confinement. Et ça l'est encore maintenant. Nouvelles habitudes, on va en parler, c'est-à-dire consommation sur Internet, livraison qui ont explosé, on le voit dans les grandes villes et à Paris, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir le client pour faire gling-gling dans la boutique, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, donc les chiffres n'est pas là. Le chiffre n'est pas là, alors les terrasses sont pleines, on voit, c'est plutôt sympa depuis les quelques jours où il fait beau, pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse, parce que tous n'en ont pas, ou ont des petites terrasses, ils ont une petite semaine de mauvais temps, ce qui n'était pas facile non plus pour se lancer. On va parler chiffres, Marc Sanchez, votre état d'esprit aujourd'hui, parce que il y a un peu comme ça un contraste en demi-teinte. On démarre une campagne présidentielle où le ministre de l'économie vient plutôt dans sa hotte avec plein de bonnes nouvelles, la relance est là, le commerce reprend, enfin tout le monde reprend le sourire parce que l'économie c'est la confiance, c'est bien connu. Quand on voit vos chiffres, il y a quand même une augmentation de 120% du taux d'endettement bancaire des TPE en 2020, ça c'est source Banque de France. Il y a quand même 33% des TPE qui ont déjà épuisé leur PGE, c'est-à-dire que là elles vont prendre je ne sais dans quelle réserve, mais elles n'ont plus d'argent. Quasiment aucune. Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui, ces entreprises, ces TPE? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que facialement sur la première année, donc 2020, on avait une perte sur tous les secteurs d'activité, et je vais mettre à part, parce qu'on en parle beaucoup, les hôtels, les cafés, les restaurants, qui ont quand même eu, on va dire, une couverture et une assistance à travers le fonds, les abattements relativement importants. Fonds de solidarité. Notamment à partir du deuxième confinement, c'était moins le cas dans le premier. Et je vais prendre toutes les autres entreprises qui sont restées ouvertes ou qui ont été victimes du couvre-feu, etc., ce qui représente quand même 80% aujourd'hui du monde entrepreneurial, on va dire des TPE de proximité, et sur lesquels aujourd'hui les pertes de chiffre d'affaires cumulées sont à peu près de moins 20 à moins 30% sur plus de 15 mois. Voilà, ça c'est l'état de situation qu'on a défini d'ailleurs dans notre dernier baromètre au 31 mai de cette année. Donc ça veut dire pour ces entreprises, si elles veulent avoir un rapport bilanciel équivalent à zéro, il va falloir qu'elles
table 130%. Exactement. Bah ouais. Elle table sur une hausse du chiffre d'affaires qui soit la plus maximale possible d'ici à la fin de l'année, ce qui risque d'être compliqué. Ah oui. Alors, on n'a pas un optimisme, on est optimisme de nature, Ouais. mais on n'est pas béat d'optimisme par rapport à la relance, même s'il y a une fréquentation, effectivement, qui a été, on va dire, déclenchée, mais comme elle a été déclenchée pour les autres déconfinements qu'on a eus. C'est une Ouais. réaction qui est naturelle. La Il y a un question petit feu qu'on de se paille, pose, quoi. voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va s'inscrire dans une durabilité économique? Et là-dessus, dans ce qui est prévu par le gouvernement, on est quand même assez circonspect. Quand même, pour rentrer un peu dans le dur, il y a le fonds de solidarité, il y a eu un chômage partiel pour les salariés, parce que certains patrons ne sont pas salariés de leur entreprise, hein, ils sont, donc là c'est différent dans leur statut. Le chômage partiel, on a nationalisé les emplois, ça je dirais que c'était une bonne chose. Oui. En matière de cotisation, ça démarre quand ? À quel moment, là on commence, parce que vous êtes en première ligne, c'est vrai que la communication nationale parfois est un peu floue. L'URSSAF vous dit quoi là concrètement ? Alors, sur les charges... Soyons clairs, commençons par l'URSSAF. Moi, je vous laisse la parole. Non, allez-y, Allez-y. on en parlait tout à l'heure. Sur les charges personnelles, donc, qui sont en fait les plus impactantes pour, Ah oui. pour les entreprises, parce que bon, charges fiscales, il faut avoir fait des DB bénéfices, ça va Ah oui, être là ça compliqué. côté. Mais sur celle-ci, en fait, donc, on a participé à une réunion avec Olivier Dussopt la semaine dernière. Donc le plan a été annoncé pour toutes les entreprises du secteur. En charge du budget. Hein. Oui, toutes les entreprises du secteur S1 et S1 bis, on est jusqu'à 6 000 € aujourd'hui donc d'abattement fiscal. Pour les autres entreprises, donc qui sont sur les S2 notamment, on est à 3 600 €. Ça sera automatique. C'est-à-dire que l'URSSAF va calculer ce qui a été effectivement payé, retirera. ce qui est dû, et retirera effectivement. Donc ça, vous vous y retrouvez là sur Voilà. ce calcul-là ? Bah, pour ces secteurs d'activité, oui, Ouais, grosso modo, d'accord. ça devrait arriver à une charge à zéro pour ces entreprises-là. C'est pour les autres où c'est plus compliqué, puisque Les autres, c'est quel secteur ? tous les secteurs qui ne sont pas hôtels, cafés, D'accord. restaurants, etc. D'accord. Et alors, ces entreprises-là, elles auront la possibilité d'avoir un étalement de leur charge sociale ce que j'ai lu. fiscale sur une période qui va effectivement de 6 mois à 36 mois, en fonction donc du montant de la perte de chiffre d'affaires qui sera définie. Vous me confirmez, je donne la parole à Muriel, que là-dessus va venir se greffer le remboursement des PGE qui a lui-même été repoussé. Il y aura donc le paiement des cotisations plus l'enclenchement des premières mensualités de PGE. On est d'accord ? Alors, pour les entreprises qui ont Voilà. demandé le décalage d'une année supplémentaire, et c'est quand même 71% des TPE aujourd'hui qui ont décalé leur remboursement de PGE l'année prochaine. En espérant peut-être qu'il y ait une réforme. Vous êtes d'accord sur cette question des cotisations ? Parce que vous-même, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez mis au chômage partiel, j'imagine, vos collaboratrices ou collaborateurs, vous avez eu à payer des charges. Est-ce que vous avez réussi à équilibrer tout cela ? Parce qu'il y avait le fonds de solidarité, il y avait l'idée qu'on recevait 10 000 €. À Paris, certains ont dit, mais on ne peut pas s'en sortir avec 10 000 €. Jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000 €. Jusqu'à 10 000. Nous sommes d'accord, ce n'était pas 10 000 € pour tout le monde. Exactement. Vous avez réussi, j'allais dire, là, à titre personnel, indépendamment de votre travail de syndical, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous en êtes sorti ? Non, pas du tout. En D'accord. fait, on n'arrête pas de nous expliquer de ce fonds de solidarité. Effectivement, on parlait des salariés, mais le chef d'entreprise qui n'est pas salarié de son Il entreprise... fait ses courses aussi, hein. Il fait ses courses aussi. Hein. Il a un ménage à faire tourner. Donc, 1 an sans salaire, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Comment vous avez fait, très concrètement ? On se débrouille ? On va chercher dans la trésor, L'artisan, vous savez, a toujours un couteau suisse dans sa poche, est toujours habitué à s'adapter. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'adapte pendant des années. Je vous rappelle que le premier fonds de solidarité ne touchait pas les entreprises qui n'avaient pas de salariés. Exactement. Donc, on a déjà eu un premier mois à vide. Le deuxième mois, on s'est un peu battu. Par chance, on a réussi à obtenir ces 1 500 €. Mais 1 500 € quand on est dans des grandes villes, ça ne couvre pas grand-chose. Et puis après, on a eu le mois de novembre, le mois d'avril et bientôt peut-être le mois de mai. En tous les cas, c'est comme ça que c'est prévu, où on est aligné, comme les restaurateurs, avec une aide allant jusqu'à 10 000 Jusqu'à 10 € 000 ou €. les 20% du chiffre. C'est en fonction soit du chiffre d'affaires, soit... Exactement. 30% ne savent pas s'ils seront encore en activité fin 2020. Ça, ce sont vos chiffres venus de chez les indépendants. Il y a quand même une espèce de brouillard dans lequel on est en ce moment. Peut-être vous l'êtes aussi comme nous, de... Ça repart pas. Est-ce qu'on est en train d'un petit peu comme ça nous enfumer en parlant de brouillard ? C'est quoi la réalité ? C'est ça la vraie question aujourd'hui. On en discutait tout Ils à ont l'heure. les pieds dans le vide, on vous dit, les collègues vous disent... Moi, j'arrête pas de dire surtout ne débranchez pas la perf, on va pas s'en sortir. Mais ouais. Il y a On un va point pas qui s'en est sortir. essentiel. C'est ça, on débranche pas la perf. Oui, il y a un point. Ah oui, qui est mais enfin, essentiel. attendez, ça coûte cher quand même. On Non, mais je le dis... Mais après, que vont devenir tous ces salariés, Mais ces oui, chefs d'entreprise, mais oui. les sociétés déposent. On va dépenser un moment oui. par la cash chômage, par la case RSA, peu importe quoi. Il y aura un coût Et social. de toute façon, il y aura un coût.
L'État a dépensé, on va dire, en se gageant un peu plus de 55 milliards sur le PGE, quasiment 25 à 30 milliards sur le Fonds de solidarité. Est-ce qu'il a envie que tout cet argent du contribuable soit effectivement passé par pertes et profits, ou se donner les moyens par effectivement un accompagnement qui soit bien évidemment adapté, peut-être moins massif, mais qui regarde les pertes de chiffre d'affaires des entreprises exactement, pour pouvoir les aider justement à passer le cap. Or, à aujourd'hui, alors c'est une des demandes du SD, notamment concernant le PLFR, c'est le maintien du fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui ne sont pas des secteurs S1 et S1 bis, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, en tenant compte effectivement de la nature de ce fameux redémarrage et de cette fameuse relance. Mais attendez, concrètement, là, vous qui à la fois représentez ce syndicat, la CMA et la Chambre des métiers et de l'artisanat et votre entreprise, qu'est-ce que vous avez comme chiffre précis au moment où on retire la prise, on retire la perf? On vous la retirez, la perf, ou pas encore là? Non, pas encore. Pas encore. Le coup près tombe quand, pour être concret? Normalement 1er juillet. 1er juillet. Voilà, donc on est pour bien... le fonds de solidarité, voilà. c'est 1er juillet. Et pour les autres secteurs d'activité, on est sur effectivement une dégressivité qui va jusqu'à la fin du mois d'août. Un mot chacun, parce que je ne veux pas qu'on oublie les soldes, un enjeu très important, alors peut-être moins vrai en esthétique, évidemment. On pense au textile, on pense aux marchands de chaussures, qui sont des secteurs où il y a du solde. Je pense qu'il n'y a pas forcément de solde en esthétique, encore peut-être me trompais-je. La parfumerie en fait la parfumerie, toute l'année sur les réseaux. C'est ça. Voilà, on en revient. Forcément, on n'est pas aidé. Le PGE, il y a un débat, il y a des négociations un peu secrètes qui se mènent avec le ministre, avec Alain Griset, avec des lobbies qui lui disent, mais Monsieur Griset, Monsieur le maire, arrêtez, transformez ça en capital. Est-ce que vous militez pour qu'on efface cette dette et qu'on la transforme en subvention, en capital, en ce qu'on appelle... ou pas? Faut le rembourser, ce PGE, ou pas? Je crois que d'un point de vue économique, il n'est jamais bon de ne pas payer ses dettes. Donc effectivement, la logique qui voudrait qu'on puisse déjà l'étaler sur une perspective de temps qui soit déjà beaucoup commencé. plus importante, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que la dette Covid, qui est constituée à 80% justement par ce PGE, puisse faire l'objet d'un cantonnement bilanciel, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas en direct les résultats de l'entreprise, ce qui lui permettra d'ailleurs par la suite d'avoir des notes, notamment Banque de France, qui ne soient pas grevées sur une activité qu'elles n'ont pas subie. On sépare la dette, le comptable dit ça, c'est de la dette Covid, directement imputée par le Covid. Exactement, qui peut d'ailleurs par la suite se transformer en fonction de l'évolution économique en fonds propres, comme ça a été le cas d'ailleurs où ça a été proposé par différents économistes. C'est proposé. Vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous avez contracté un PGE d'abord? Oui. Vous avez contracté un PGE. Donc ça veut dire que là, vous aussi, avec votre comptable, première mensualité, vous savez quand c'est? Normalement, c'est début juillet. Toujours au début moment juillet. où nous débranche. Donc la femme, on est bien d'accord que la perf se retire au moment où il faut entamer des versements de cotisation URSSAF et commencer à payer le PGE. Qu'est-ce que vous dites, vous, côté CMA, Chambre des artisans, Chambre des métiers? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de casse encore. Il y a de la négo? Il y a de la discussion? Non, pas du tout. Les artisans, en fait, sont des gens qui ont assez peu demandé d'aide ou l'ont demandé tardivement. Et du coup, je pense qu'on aura beaucoup de fermetures. On a eu 8% d'augmentation de création d'entreprises dans le 93, artisanale. Artisanale. On s'attend, effectivement, tout à l'heure, on parlait de 30%. On est à peu près dans les mêmes chiffres d'ici la fin de l'année. D'entreprises qui peuvent disparaître. Donc ça veut dire en emploi induit, pour être très concret, là ce sont une entreprise, un intitulé juridique, derrière c'est combien de salariés là? Potentiel. Ça peut être, je vais reprendre les chiffres de Bruno Le Maire. 10% d'entreprises déclarées hier, notamment dans l'annonce du fameux plan sur les difficultés des entreprises en sortie de crise. 10% des entreprises seront dans une situation délicate d'un point de vue financier d'ici, on va dire, au mois de septembre. 10%, il y a 2 100 000 entreprises et à peu près 1 million d'indépendants. Ça fait 300 000 entreprises, c'est ce chiffre-là qu'il faut mettre en avant. Ça fait 300 000 entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté et qui ont à peu près entre 1 et 2 ou 3 salariés. Donc le compte, il est rapidement fait. Effectivement, la problématique... Ça fait 600 000, 700 000 emplois. Exactement, mais ce chiffre-là, il a été mis en avant par Bercy il y a encore au début de cette année. C'est vertigineux quand même, 700 000 emplois. Le problème, c'est qu'on est dans une logique où on va essayer d'étaler finalement les difficultés de ces entreprises. Et qu'elles n'arrivent pas, évidemment. De manière, effectivement, à ce que ça ne soit pas massif. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, c'est assez inquiétant. On va aussi avoir des centres-villes qui vont fermer les rideaux, des villes mortes. Ce qui était déjà, de vous à moi,
une grosse problématique avant Déjà, Covid. Avant. Je pense mais à là, ça Nevers, devient on a parlé de catastrophique. Vierzon, on a parlé de ces villes. On parle des grandes villes comme Paris avec l'absence des tourismes. C'est incroyable de se promener dans les rues parisiennes et de voir le nombre de locaux commerciaux qui sont déjà fermés. C'est Il y a effrayant. CD, il y en a Mais en fait, c'est une sorte de mort à bas bruit. Enfin, est-ce que vous avez ce sentiment-là? C'est-à-dire que ce sont des fonds individuels qui ferment, on n'arrive pas vraiment à les évaluer. Qu'est-ce que concrètement vous demandez? Parce qu'il y a un débat sur les soldes, j'aimerais qu'on l'ait avant de se quitter. Vous avez poussé, parce que c'était une logique intéressante, vous dites, la grande distribution, elle travaille sur le volume. Exactement. Vous travaillez sur des marges. L'idée, pour le faire simple, c'est que vous vouliez vendre, c'était assez logique, jusqu'au 15 juillet, C'est ça. les produits à 100% de leur prix. Et vous n'avez pas gagné. Mais non. Non. Et non, les gros ont été plus forts que nous. C'est ça. Fois. Et le gouvernement a arbitré en faveur plutôt de la grande distrib. Dans les discussions qu'on avait avec le cabinet d'Alain Griset, on était très confiants justement sur la date du 10 et 15. Bah oui. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est Bruno Le Maire qui a fait l'arbitrage, puisque c'est lui qui a annoncé la nouvelle. C'est exact. Alors que ça aurait peut-être dû être Alain Griset, puisque c'est son domaine de compétence. Ouais. Et ensuite, Alain Griset... Même artisan, il faut le préciser. Oui, en plus. Bah non, mais faut donc, voilà. si vous voulez, ça reste quand même assez problématique. Vous l'avez défini tout à l'heure. Nos entreprises arrivent à réaliser du revenu sur la marge et pas sur le volume. Bah, oui. Alors, ça fait quand même 2 ou 3 pour tous les secteurs de l'habillement, de l'équipement de la personne, 2 ou 3 stocks qu'on continue à supporter et qu'il est difficile à écouler malgré l'aide qui a été proposée par le gouvernement des 8 000 €. Sur les stocks d'hiver qui n'ont pas pu être écoulés. Excusez-moi de vous la poser abruptement, cette question, mais votre avenir, le vôtre, mais aussi des secteurs que vous représentez, est-ce qu'on est dans un bouleversement dont on ne perçoit pas encore l'importance ? Ou est-ce que vous dites, je suis très optimiste, on a toujours été résilient et on va s'en sortir? Alors moi, je suis plutôt de nature optimiste en général. J'étais sûr de votre réponse. Mais c'est évident que ça a bouleversé la manière de consommer du public en général. Juste Internet, parce que vous avez vu au début de l'émission, peut-être que vous n'étiez pas là, mais on avait un think tank européen qui analyse les bas bruits et qui nous disait sur ce plateau avec passion, la transformation numérique, elle est là, elle est partout, l'entreprise, le commerce, tout ça grâce à la fibre, grâce à la 5e révolution numérique. Vous l'apportez, vous l'avez ce discours-là aussi, Marc Sanchez, ou pas? Parce qu'il y a comme ça un débat un peu à 2 cliquets sur cette question. Mais justement, moi j'étais venue sur votre plateau pour parler du débat numérique il y a quelques mois. Oui, et je vous disais, je vous rappelle qu'on est des commerçants et on n'est pas des banques. On est là pour accueillir nos clients et pas faire du click and collect physique. C'est ce qu'on attend. L'objectif du commerce de proximité, c'est la proximité. C'est-à-dire effectivement le lien social avec les gens, pas la dissociation immatérielle. La grosse machine du data, la grosse machine des GAFA, sont-ils doucement mais sûrement en train de tuer les commerces? Aujourd'hui, je vous dirais que dans la logique, c'est 20% à peu près du commerce global, donc c'est pas quelque chose de très important. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est les pratiques. Qui sont à peu près d'ailleurs les mêmes pratiques, le même modèle de pratique qu'a la grande distribution, notamment par des promotions un petit peu sauvages, un petit peu n'importe quand, qui sont difficiles d'ailleurs à paramétrer et sur lesquels les entreprises de proximité n'arrivent pas à lutter. Parce que je parlais tout à l'heure, et à juste titre, nous on travaille sur une marge, pas sur du volume. Ils achètent en volume. Donc voilà, partant de ce débat-là, ce qu'il faut savoir, c'est quel sort le gouvernement veut donner à nos entreprises de proximité. Et je crois qu'on est proche des prochaines élections présidentielles. Non, sans blague. Et je pense, et j'en suis même persuadé, que ça va être un vrai débat, en tout cas sur les TPE, un débat de fond qu'il faudra avoir. Le président de la République est dans le Lot, fait sa première sortie, justement pour reprendre le pouls du terrain. Il va peut-être avoir des artisans qui vont aller lui parler. Profite de bien écouter. Alors. Vous imaginez encore dans 10 ans, Muriel Bourreau, à la tête de votre entreprise, où vous êtes en train, comme beaucoup, de se dire... Je vais passer à autre chose parce que ce secteur de l'artisanat, du commerce de proximité est en difficulté, ou vous dites, moi j'y crois toujours? Non, j'y crois toujours parce que du coup, on est en train de... On va avoir les clientes qui vont revenir à nous parce qu'il y a un moment, elles vont se dire c'est bien le click and collect ou le call and collect ou peu importe comment. Je fais encore un métier où les gens ont besoin de venir nous. L'esthétique ne se fait pas en visio, on est d'accord. Pas encore. On est d'accord. Pas encore, malgré que, en tous les cas, ça va être tout ce qui est la partie vente qui va se faire à l'extérieur. Et c'est quand même là-dessus qu'on fait un peu nos marges. Et puis peut-être que la cliente va revenir vers nous pour avoir le conseil qui va avec. Avant les vacances, avant l'été.
Avant l'été, on y est presque là, dans quelques jours. En tout cas, avant de nous quitter, il y a quand même une certaine inquiétude des consommateurs qui sont un peu dans l'hésitation, puisqu'on commence à nous reparler d'une 4e vague automnale, enfin, c'est-à-dire une espèce d'angoisse, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui freine peut-être la consommation. Il suffit de regarder le trésor de guerre, qui est, je crois, de 160 milliards l'épargne aujourd'hui. Oui. Voilà. Qui dort. Stocké, qui dort. Et effectivement, vous le parliez tout à l'heure, aujourd'hui, sur les indépendants de manière générale, on est à moins 20, moins 30, moins 40, moins 60% de dirigeants qui ne se payent pas depuis un an. C'est ça, c'est la réalité. Voilà. Ce qui a peut-être été la vôtre d'ailleurs, en allant chercher sur la trésor propre ou sur les revenus du conjoint, parce que souvent c'est comme ça que les choses s'équilibrent. Oui, puis nous, on a une vision un peu dans le 93, qui est 40% de nos entreprises sont des personnes qui sont effectivement pas salariées de leur entreprise. Et puis dans ces entreprises, 22% sont des femmes qui sont souvent monoparentales. Exact. Merci d'être venu nous éclairer. On retire la prise peut-être au 1er juillet. Non, on va se battre pour qu'on la laisse. Voilà, parce qu'il reste des incertitudes et je sais que vous êtes dans la salle des machines. Tout ça se passe en secret, loin des caméras. Merci à Muriel Bourreau, présidente de la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat du 93. Vous êtes esthéticienne, vous avez pignon sur rue dans le 93. Les clients, retournez voir Muriel, bon sang de bonsoir. Et Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants des TPE SDI, avec des documents très sympas, très fun et très clairs de ce que vous proposez. La fin de notre émission, c'est justement Fenêtre sur l'emploi, une association qui s'engage pour accompagner des travailleurs autistes, salariés autistes. Près de 400 000 sont dans cette situation et c'est pas toujours facile de pouvoir leur trouver un emploi. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Je l'évoquais au début de notre émission, les adultes autistes. On parle beaucoup des jeunes, des enfants, mais ceux qui sont devenus adultes ont besoin, cherchent un emploi. C'est pas toujours simple, d'ailleurs, de pouvoir trouver sa place lorsqu'on est atteint d'autisme. Il y a plusieurs formes d'autisme. On va en parler avec Jean-François Dufresne. Bonjour Jean-François. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le créateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. J'aimerais vous présenter. Vous avez été le directeur général d'une entreprise bien connue, Andros. Oui, c'est exact. Non, mais c'est exact. On a réalisé plusieurs émissions, notamment avec la ministre en charge des personnes handicapées, Madame Cluzel, et on évoquait ce sujet. On s'engage sur ces sujets parce qu'on est soi-même concerné, ce qui est votre cas. Ce qui est absolument mon cas. Vous avez compris cette réalité parce que vous étiez confronté à ces situations. Absolument. Et là, vous décidez de vous engager. Et là, on décide pas de s'engager, on décide de trouver des solutions. Concrètes. Parce qu'on n'en trouve pas. Et donc, comme on n'en trouve pas, on les crée. Et donc, c'est une démarche assez entrepreneuriale, quelque part. C'est ça, ce que je veux dire, c'est le chef d'entreprise. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, il faut faire. Le diagnostic, la situation aujourd'hui, je disais, c'est 400 000 personnes, adultes, environ. Environ, vous n'avez pas tort. Il y a 700 000 adultes, il y a 700 000 autistes en France. Il y a environ 450 000 adultes en âge de travailler. La mission de votre association, Vivre et Travailler Autrement, c'est quoi? Vous partez d'un constat qu'il y a une difficulté pour réussir à trouver un emploi à ces personnes? Le taux d'emploi des personnes autistes en France, toutes catégories d'autisme confondues, est proche de 5%. C'est ce qu'on considère, si tant est que ces chiffres veulent dire quelque chose. À peine 20 000 adultes autistes travaillent. Voilà, c'est très compliqué. C'est très peu. Et quand il s'agit d'adultes autistes dits sévères, c'est-à-dire pour la plupart non-verbaux, avec déficience intellectuelle, il est parfaitement évident que ce taux frôle les 0%. Donc, ils n'ont aucune chance de trouver un boulot. Votre action, elle est évidemment de mettre en relation une offre et une demande, de convaincre les entreprises. Vous avez fait un webinaire le 30 avril dernier, justement sur la question de la performance de l'entreprise et de l'autisme. Vous associez performance et autisme? Je ne pense pas qu'on réglera le problème de l'inclusion en général dans notre société sans en regarder le caractère économique. Le chef d'entreprise s'exprime. C'est le chef d'entreprise qui s'exprime. On ne peut pas continuer à mettre des tombereaux d'argent pour mettre les gens dans des situations qui ne sont pas respectables. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers une société inclusive et inclure les personnes autistes au milieu de la société. Parmi la société. Dans la société. Dans la société, bien sûr. Au même titre que nos ancêtres
incluait les idiots du village C'est exact. dans la vie du village. Ils étaient dans le village. Ils étaient dans le village. ils Acceptés étaient dans leur... avec un rôle. Donc je pense qu'il faut retourner vers cette situation-là, plutôt que d'aller dans une situation de surprotection, où effectivement on leur enlève la vie, quelque part, puisqu'ils ne font plus rien. La liberté et l'autonomie. une La forme d'autonomie. liberté et l'autonomie. Donc, ce qu'il faut, c'est créer des écoles de l'autonomie. C'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de leur amener une autonomie qui leur permettra demain d'être beaucoup moins dépendants de l'accompagnement. Ce qui est intéressant dans votre message, Jean-François Dufresne, c'est qu'il y a eu un débat sur l'autisme. On les enfermait, il y avait quelque chose comme ça de très carcéral. On les coupait du monde. Et on s'est aperçu à travers des études et puis d'un travail de terrain qu'en fait, l'autisme pouvait s'épanouir, pouvait progresser. Donc c'est important de l'entendre pour ceux qui nous regardent. C'est essentiel. Ils peuvent et ils progressent de façon incroyable dans un système comme celui qu'on a développé. Ça veut dire que ça marche. Ça veut marche. dire que votre association accompagne des adultes, jeunes adultes ou adultes autistes. J'imagine qu'ensuite vous en faites un suivi, vous les accompagnez. Il y a un travail Oui. de très fin. Et qu'est-ce que vous dit l'entreprise lorsqu'elle elle s'est ouverte à cette question? L'entreprise, elle est satisfaite à des niveaux incroyables. Les adultes autistes s'avèrent être sévères, c'est-à-dire non-verbaux, ceux qui font peur. Oui, pas les Asperger, pas les surdoués. Pas les surdoués, C'est ça. pas les hauts potentiels. Pas les hauts potentiels, c'est ça. Voilà, donc on s'aperçoit que ce sont des travailleurs remarquables. Dans bien des cas, leur productivité, et là je parle en chef d'entreprise, en industriel, leur productivité est supérieure à celle des personnes qui ne sont pas autistes. Et deuxièmement, ils créent une ambiance absolument formidable. C'est-à-dire que l'accueil par l'entreprise est absolument formidable. Et c'est ce qu'on a observé partout où on l'a fait. C'est-à-dire que les gens se mobilisent naturellement de façon extraordinaire. Ça crée une rencontre. Ils arrivent en chantant. Et ça, quand vous arrivez le matin triste et que vous ne savez pas, ça vous fout un coup de pied. On regarde la vie différemment, en effet. On regarde la vie On se positionne différemment. Absolument. Nos petits soucis ne sont peut-être rien aux côtés de ce que vit ce garçon, cette femme. Et donc on relativise peut-être ces difficultés. C'est ça aussi. C'est ce qui me fait dire que mon fils a été... bien sûr, j'aurais préféré qu'il ne soit pas autiste. Il travaille aujourd'hui ? Il travaille aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il ne soit pas autiste. Mais en ce qui me concerne, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Incroyable. Parce que vous êtes transformé, vous aussi. Parce que je me suis transformé. Il m'a obligé à me transformer. Il m'a obligé à regarder les choses avec un œil différent. Et à regarder la vie différemment. Et à regarder la vie différemment. Et à être certain que la vie avait un sens. La vie avait un sens. C'est très fort ce que vous dites. Jean-François Dufresne, pour ceux qui seraient dans votre situation de père ou de mère de famille, parfois monoparentale aussi, faut-il le dire, ils vous contactent, ils prennent contact avec l'association ? Ils peuvent parfaitement prendre contact avec l'association. On a un site qui s'appelle www.vivre-et-travailler-autrement.org. Et donc, à travers ce site, ils peuvent prendre contact avec nous. Regarder la vie sous un autre angle et s'ouvrir aussi au handicap d'une manière générale et à l'autisme en particulier. Et s'apercevoir que l'inclusion apporte énormément de choses à notre société en général, tant en termes d'efficacité qu'en termes de changement, de lien. On regarde les autres différemment. On regarde les autres différemment. Merci, c'est un grand plaisir de vous accueillir. On aura l'occasion de refaire des débats sur cette question de l'inclusion, qui est un vrai sujet aussi de performance et puis aussi de RSE aussi. C'est une manière pour l'entreprise de montrer qu'elle est vertueuse. Absolument clair, ça nous donne une image formidable. 6%, c'est un chiffre qui avait été fixé par la loi. Alors, toutes les entreprises n'y sont pas tout à fait encore, loin de là. C'est une politique des petits pas, mais il faut s'engager. Merci Jean-François Dufresne, créateur de l'association Vivre et Travailler Autrement, qui a été, vous l'aurez compris, chef d'entreprise. Dans ces mots, on voit le pragmatisme, on voit le côté très concret de l'action. C'était un plaisir. Merci à vous, l'émission est terminée. On se retrouve bien entendu demain. Merci à vous, merci pour votre fidélité et votre présence, ainsi que vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu. Merci à Pauline Gratel. Merci à notre ami Rami pour la réalisation. Merci à notre réalisateur au son, Guillaume. Et puis merci évidemment à Valentin pour l'accueil invité. Voilà, j'ai été complet. Je vous retrouve demain. C'est un vrai plaisir. Portez-vous bien sous le soleil. Pas tout à fait exactement. À demain.